Le 16 août 2024, Francis Uzerovici, un touriste français de 76 ans, a disparu sans laisser de traces au cours d'une randonnée dans le Parc national des Arches, un parc national américain populaire situé en Utah. Les importantes recherches pour tenter de le localiser n'ont rien donné à l'heure actuelle. Beaucoup plus récemment, le 30 novembre 2024, c'est un Québécois de 22 ans nommé Léo Dufour dont on a perdu la trace. Il était parti randonner seul dans les Adirondacks, des montagnes sauvages au nord-est des USA. Dans le passé, d'autres drames concernant des touristes français sont survenus dans la nature outre-Atlantique. Ils étaient allés en Amérique pour passer des vacances de rêve, mais le rêve a viré au cauchemar. Et ce sont de toutes ces affaires à la fois mystérieuses et tragiques dont on va parler aujourd'hui. Hello, c'est Lionel. Si vous vous intéressez aux disparitions et aux drames survenus dans les espaces sauvages américains, si vous voyagez vous-même ou avez des proches qui partent souvent aux États-Unis, vous êtes au bon endroit au bon moment parce qu'il va être aujourd'hui question de disparition de touristes français et québécois là-bas. Je vais vous présenter un certain nombre d'affaires dont certaines sont toujours en cours, donc il s'agit en quelque sorte d'une vidéo aussi d'actualité. Mais assez parlé et commençons tout de suite avec le cas de Francis. En 2024, Francis Uzerovici est un Français de 76 ans. Ingénieur télécom à la retraite, il habite Châtenay-Malabry, une ville des Hauts-de-Seine en région Île-de-France. Depuis le décès de son épouse en 2021, Francis réapprend à voyager seul, et c'est un habitué des États-Unis puisqu'une partie de sa famille vit de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et début août 2024, il part justement aux USA avec sa fille, une Parisienne de 46 ans. Tous les deux partent à Portland, dans l'Oregon, sur la côte ouest, pour une réunion de famille. Ils doivent fêter l'anniversaire d'un oncle centenaire. Tout se passe merveilleusement bien et après, Francis reste seul sur place parce qu'il veut profiter de son séjour pour découvrir les grands parcs nationaux mythiques de l'Ouest américain. Le 15 août 2024, Francis partage quelques photos avec sa fille et il lui dit notamment qu'il a loué une voiture. Lui qui pensait louer une Nissan pour circuler se retrouve avec une belle Mercedes C300. Il en rigole avec sa fille et pendant plusieurs jours, il ne lui envoie plus aucune nouvelle. Au début, il n'y a pas vraiment de quoi trop s'inquiéter parce que Francis n'est pas accro aux nouvelles technologies, ça n'est pas quelqu'un de très connecté, c'est plutôt une personne dans sa bulle selon ses proches. Mais les jours filent et le 24 août, la famille de Francis est contactée par un porte-parole des Park Rangers du Parc national des Arches. Les Park Rangers sont les fonctionnaires chargés de l'entretien des parcs, mais aussi de l'accueil et de la sécurité des visiteurs. Le Park Ranger explique qu'on a retrouvé la voiture de location de Francis dans le Parc national des Arches. Situé dans l'Utah, à l'ouest des États-Unis, cet espace sauvage s'étend sur 300 km². Abritant environ 2000 arches rouges sculptées par le vent et l'eau, il offre des panoramas splendides. Même s'il est moins connu que le Grand Canyon, c'est un parc national assez touristique quand même. Il y a 63 parcs nationaux au total aux USA et c'est le 20e le plus fréquenté. Il a accueilli 1 400 000 visiteurs en 2023 et je le connais assez bien pour y être allé moi-même dans le passé. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Suite à la découverte de son véhicule abandonné, les Park Rangers ont fait leur enquête et ils se sont rendus compte que Francis était arrivé au Parc national des Arches le 16 août 2024. Et après, plus rien, il s'est complètement volatilisé. Francis n'est jamais revenu à sa voiture, sa Mercedes de location, dans laquelle on a retrouvé son iPad et un sac à dos. Bien entendu, les Rangers ont lancé une opération de recherche massive pour tenter de retrouver le Français. Ils ont mené d'importantes recherches terrestres et aériennes en partant de l'endroit où se trouvait la voiture. Ils ont dans un premier temps fouillé la piste, puis les sentiers qui en partent, et enfin le désert environnant sur des kilomètres et dans toutes les directions. Parmi les ressources utilisées, ils ont eu recours à des chiens pisteurs, du matériel de détection de chaleur et même un logiciel de probabilité pour les aider à orienter les recherches vers de nouvelles zones. Pour finir, ils ont installé des panneaux pour les visiteurs, lancé des appels à témoins, au cas où quelqu'un saurait quelque chose ou trouverait un objet appartenant à Francis. Mais tous ces efforts n'ont rien donné, on n'a pas réussi à localiser Francis et on n'a trouvé aucun de ses effets personnels. Pas même une seule empreinte, rien. Il faut dire que pour ne rien arranger en plus, le Parc national des Arches a connu, après la disparition, de fortes pluies. Des pluies qui ont sans doute effacé les traces de pas de Francis. Et ces intempéries ont aussi pu déplacer ou recouvrir tout objet qui leur a pu faire tomber.
Depuis la disparition de Francis, sa fille est bien entendu très inquiète et désespérée, comme elle l'a déclaré dans les médias. Et pour être très clair, elle ne croit pas une seconde à une disparition volontaire dans tous les sens du terme. Car son père avait réservé des hôtels après pour son périple américain. Des amis l'attendaient en France à son retour, et il avait même acheté des places pour un concert philharmonique pour l'anniversaire de sa fille. Depuis qu'elle a appris cette terrible nouvelle, la fille de Francis vit un véritable cauchemar. Comme c'est le cas pour tous les proches de personnes disparues, elle imagine tous les scénarios possibles et 1000 questions sans réponse tournent en boucle dans sa tête. Comme je le dis souvent, les disparitions à l'étranger sont pour moi les pires, parce que quand vous avez un proche qui disparaît dans un autre pays, vous vous retrouvez dans une situation hors norme. Vous vous sentez seul, désespéré, et vous ne savez pas quoi faire. Et la fille de Francis a découvert par exemple qu'il lui fallait déposer plainte en France pour disparition inquiétante, ce qu'elle a fait par le biais d'une avocate à Nice. Et elle a déposé également une plainte, cette fois pour enlèvement et séquestration, au commissariat de Châtenay-Malabry, dans l'espoir de mobiliser la justice française. Mentionnons aussi qu'elle a appris l'existence de l'Entraide, une association créée en 2023 par Damien Véron. Damien est le frère de Tiffaine Véron, une touriste française de 36 ans qui avait disparu mystérieusement au Japon en juillet 2018. Si vous suivez mon travail, vous connaissez bien Damien parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos en collaboration avec lui et sa sœur Sibylle sur cette affaire qui reste malheureusement irrésolue 6 ans après les faits. Recherchant toujours sa sœur Tiffaine au Japon, Damien a créé l'association Entraide pour soutenir les autres familles de Français disparus à l'étranger dans leur démarche. Car ils se retrouvent tous dans une situation extrêmement compliquée et difficile. Et le cas de la fille de Francis ne fait pas exception, elle vit elle aussi un véritable calvaire, comme les autres proches de personnes disparues. Mi-décembre 2024, 4 mois après sa disparition, Francis Uzirovici n'a toujours pas été retrouvé. L'affaire semble au point mort et on peut malheureusement craindre le pire. Et même si ça n'est pas facile à dire parce que la fille de Francis et ses proches peuvent regarder cette vidéo, les chances de le retrouver vivant sont malheureusement maintenant très minces, il faut être lucide. Que lui est-il arrivé exactement, on l'ignore. Mais la piste accidentelle doit être ici sérieusement envisagée parce que le parc national des Arches est un lieu hostile. Les températures peuvent y être extrêmes l'été. Comme déjà dit, j'ai eu l'occasion d'y aller moi-même dans le passé et j'ai pu constater personnellement que la météo peut y changer très rapidement. Quand j'y étais, j'y suis allé une journée, j'ai même fait une randonnée. Il faisait très beau, il y avait un grand ciel bleu avec quelques nuages, et en rentrant sur le chemin du retour, le temps a changé brutalement. Le vent s'est levé d'un coup, et un orage, une tempête est arrivée en quelques minutes. J'ai été tellement surpris que j'ai d'ailleurs pris une photo, la photo que vous voyez à l'écran. Comme on était un peu en hauteur, on longeait une crête, on l'a vraiment vu foncer sur nous. On pouvait la voir avancer vers nous dans le désert. Ça faisait presque comme un mur de vent, de sable et de pluie, et c'était vraiment très impressionnant. Tout ça pour vous dire que dans ce type d'environnement, les conditions climatiques peuvent vraiment se dégrader très vite. En ce qui me concerne, tout s'est bien passé parce qu'on était sur un sentier, on était presque rentré, mais dans le cas de Francis, on ne sait pas. Parce qu'il était seul, il avait 76 ans, et il a pu arriver n'importe quoi. D'après sa fille, c'était plutôt un bon marcheur, c'était lui en général qui était devant en randonnée. C'était un baroudeur, pas téméraire mais curieux. Et toujours selon sa fille, il était toujours prêt à faire le pas de côté pour avoir le bon cadrage. Ce qui pourrait nous laisser penser qu'il est peut-être sorti à un moment donné d'un sentier pour prendre une belle photo par exemple. Et dans ce cas-là, il a pu glisser et faire une chute catastrophique. Ou alors faire un malaise à cause des fortes chaleurs dans cette région, même s'il avait plutôt une bonne santé physique pour son âge. En conclusion, Francis a donc très bien pu tomber quelque part, reste à savoir où. Ce qui est tout de même assez étonnant, c'est que les disparitions sont plutôt rares dans le parc national des Arches. Parce que la disparition de Francis est la première disparition dans ce parc national depuis 20 ans. Par contre, les accidents y sont assez fréquents, on a même eu quelques exemples cette année. Le 9 août 2024, une semaine avant la disparition de Francis, un Américain de 66 ans nommé James Hendricks, qui faisait de la randonnée dans le parc national des Arches, est décédé à cause d'un coup de chaleur. Selon les autorités, il a probablement été désorienté par une combinaison de chaleur, de déshydratation et de haute altitude. Le 21 août 2024, 5 jours seulement après la disparition de Francis, c'est une femme de 58 ans qui a cette fois perdu la vie dans le parc national des Arches. Elle marchait alors sur le sentier Delicate Arch, l'un des sentiers les plus populaires du parc.
Elle a apparemment eu un problème médical nécessitant une réanimation cardio-pulmonaire, mais les secours n'ont pas réussi à la sauver. Et par la suite, cette série noire a continué. Le 8 octobre 2024, presque 2 mois après la disparition de Francis, un Américain de 68 ans nommé Roman Kaufman est décédé dans le parc national des Arches. Il a perdu la vie après avoir fait une chute d'environ 9 mètres près du belvédère Black Arch sur le sentier Devil's Garden. La randonnée s'est donc très mal terminée pour ce monsieur, et détail assez glaçant, il a perdu la vie sur un sentier appelé le sentier du Jardin du Diable. Donc pour revenir au cas qui nous intéresse, celui de Francis Udzirovici, il a pu être confronté à un problème similaire. Et il est possible que son corps soit toujours quelque part dans le parc national des Arches. Mais en l'absence de corps, la piste criminelle ne peut pas être complètement écartée non plus. Elle reste toujours possible. Même si elle est secondaire, cette hypothèse doit rester sur la table. Pourquoi ? Tout simplement parce que, de mon point de vue, les États-Unis sont le pays des extrêmes, c'est le pays des serial killers. Et les chiffres sont peu rassurants, car selon le FBI, il y aurait entre 25 et 50 tueurs en série actifs aux États-Unis à l'heure actuelle. À une certaine époque, c'était même beaucoup plus. Dans les années 1980, on parlait de 200 serial killers en activité. Et certains de ces prédateurs ont déjà sévi dans des parcs nationaux, des forêts d'État. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire des vidéos sur certains d'entre eux, comme David Carpenter ou Gary Hilton. D'après mon expérience, la grande majorité des Américains sont adorables, ils sont très accueillants, ils peuvent même vous prêter leur appartement sans vous connaître, mais comme ils disent eux-mêmes, « you never know ». On ne sait jamais. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et sachant que Francis était seul, un peu âgé, il a pu tomber sur une personne mal intentionnée. Parce qu'on sait qu'en général, les touristes, sans être forcément fortunés, ont toujours un peu d'argent sur eux. Pour payer l'hôtel, les locations de voitures, les frais courants, etc. Et des retraités qui se baladent seuls dans des lieux déserts peuvent être vus comme des cibles faciles. Et si quelqu'un a fait du mal à Francis, ce qui est la pire hypothèse, il a pu hélas l'enterrer quelque part dans le désert. Ou alors l'emporter dans le coffre de sa voiture à l'extérieur du parc national. Tout reste donc théoriquement possible, même si la piste accidentelle paraît la plus vraisemblable. L'avenir nous le dira, même si évidemment il faut espérer une issue positive dans cette affaire. En tout cas, adressons toutes nos pensées de sympathie aux proches de Francis, à commencer par sa fille. Depuis 2016, j'ai étudié plusieurs centaines de cas de disparition un peu partout dans le monde, et ce qui est frappant et assez effrayant, c'est que le phénomène des disparitions concerne potentiellement tout le monde. Tout le monde peut potentiellement disparaître ou avoir un proche qui disparaît subitement. Et ça se vérifie qu'on soit riche, pauvre, un homme, une femme, un enfant, une personne âgée ou bien plus jeune, comme l'illustre l'affaire suivante. Le 29 novembre 2024, Léo Dufour, un Québécois de 22 ans habitant Vaudreuil-Dorion près de Montréal, est de l'autre côté de la frontière américaine dans les Adirondacks, une chaîne de montagnes que se partage une partie du Canada et le nord-est de l'État de New York. D'une surface de 25 000 km², les Adirondacks sont surtout connus pour leurs high peaks, une liste de 46 sommets de plus de 4000 pieds, soit environ 1200 mètres. Très sportif, Léo s'est justement donné pour objectif de faire les 46 plus hauts sommets de 1200 mètres dans les Adirondacks. Il en a déjà gravi 32 et en cette fin novembre, il a planifié d'atteindre le mont Allen, un sommet de 1323 mètres qui exige une randonnée difficile de plus de 14 km avec la traversée d'un ruisseau. Le retour se fait par le même chemin. Ce jour-là, Léo s'attaque donc au mont Allen, et d'après un ami, il atteint le sommet vers midi. Mais par la suite, plus personne n'aura de ses nouvelles. Le lendemain, le samedi 30 novembre, le jeune homme ne rentre pas comme prévu au Québec pour assister à un match de hockey de son jeune frère. Et très inquiet, son père contacte alors vers 23h les policiers de l'État de New York, les State Troopers comme on les appelle. Et les policiers américains vont commencer à le chercher. Ils se rendent sur place et localisent assez rapidement le véhicule de Léo Dufour stationné près du sentier du mont Allen. Le véhicule est vide évidemment et recouvert de neige parce qu'en cette fin novembre, la météo dans la région est glaciale. Au cours des jours suivants, des équipes de diverses agences gouvernementales ratissent le secteur du mont Allen. Au départ, il n'est pas possible d'envoyer sur place un hélicoptère en raison d'un plafond nuageux trop bas. Mais l'appareil peut enfin décoller quelques jours plus tard. Il survole le secteur avec une caméra thermique capable de détecter toute trace de chaleur au sol. Sans succès, il ne trouve rien.
Le mardi 3 décembre 2024, la police de l'État de New York lance un appel à témoins et sollicite l'aide du public pour tenter de localiser le randonneur disparu. De son côté, la famille de Léo est terriblement angoissée. Mesurant 1m70 pour 68 kg, Léo Dufour était seul au moment de sa disparition. Mais il ne manquait pas d'expérience. Comme déjà dit, il avait déjà gravi 32 des 46 sommets de plus de 1200 mètres des Adirondacks. Et il était bien équipé, avec des vêtements chauds, des crampons, des raquettes, un réchaud, de la nourriture, un téléphone portable avec une application pour suivre les sentiers et un chargeur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'a fait exactement Léo après avoir atteint le sommet du mont Allen. Il n'est peut-être pas revenu tout de suite à son véhicule et il aurait pu décider de continuer au-delà du mont Allen pour gravir un autre sommet. Mais ça n'est qu'une hypothèse. Cette incertitude est un problème de plus pour les sauveteurs parce que quand on ne sait pas dans quelle zone exacte un randonneur a disparu, on ne sait pas vraiment où le chercher. Ça retarde beaucoup les choses, mais dans ce type d'affaires, on est dans une course contre la montre. Il faut tenter de retrouver la personne disparue au plus vite parce que, dehors, dans un froid polaire, elle ne peut théoriquement pas survivre très longtemps. Handicap supplémentaire dans le cas de Léo, les secours sont gênés dans leur recherche par la mauvaise météo. Les vents violents, la neige abondante, les températures négatives et la visibilité limitée. Comme l'ont elles-mêmes reconnu les autorités américaines, le manteau neigeux important à haute altitude et le terrain accidenté des Adirondacks ont largement limité l'efficacité des opérations de recherche menées jusqu'à présent. Sur le terrain, les équipes terrestres et aériennes peinent à avancer et les conditions de circulation difficiles compliquent davantage la tâche des chercheurs. Le 7 décembre 2024, on a appris que le FBI avait apporté son aide, notamment pour géolocaliser le téléphone portable de Léo. Les agents fédéraux ont récupéré les données de téléphonie mobile de Léo, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il se trouvait près du sommet du mont Allen quand on a perdu son signal. Comme vous l'avez compris, la situation est encore ici très compliquée et devient même critique, j'ai envie de dire, parce qu'on est maintenant 10 jours après la disparition de Léo, et je pense qu'il faut s'attendre au pire. On peut apprendre une mauvaise nouvelle à tout moment, et même si je préférais dire le contraire, j'avoue que je ne suis pas très optimiste non plus dans cette affaire. Parce que le corps de Léo est peut-être tout simplement là-bas, recouvert d'une épaisse couche de neige. Et dans ce cas-là, il est très difficile à détecter, les caméras thermiques ne servent plus à rien. En complément d'information, précisons que les Adirondacks sont une destination prisée des randonneurs québécois étant donné la proximité relative du massif montagneux avec la frontière. Depuis Montréal, il faut compter environ 2h30 de route en voiture pour les rejoindre. Mais bien que populaire, la randonnée dans ce secteur n'est pas sans danger. Et c'est un euphémisme, il faut savoir que les Adirondacks sont des montagnes particulièrement sauvages et anciennes. En effet, c'est la plus vieille formation géologique d'Amérique du Nord. Les Adirondacks se sont formés il y a environ 1,2 milliard d'années. Et malgré leur beauté, elles n'ont jamais été colonisées de manière permanente par les deux tribus amérindiennes qui habitaient le centre de l'État de New York, les Iroquois et les Algonquins. Les Native Americans utilisaient ces montagnes principalement pour la chasse et la guerre, et les considéraient sans doute trop inhospitalières pour y vivre. Et les Adirondacks ont été dans le passé le théâtre de disparitions mystérieuses et résolues. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'étudier un cas assez célèbre concernant un enfant dans mon dernier livre Disparu dans la nature USA, tome 3, sorti en juin dernier. Pour revenir au cas de Léo Dufour, est-ce que les miracles peuvent arriver ? Eh bien oui, comme nous le prouve un exemple récent dont j'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, l'exemple de Sam Benastic. Le 9 octobre 2024, on avait perdu la trace de ce Canadien de 20 ans dans une zone isolée de la Colombie-Britannique à l'ouest du Canada. Les autorités canadiennes l'avaient cherché pendant des jours dans les forêts sauvages, sans réussite. On pensait même qu'il était mort. Mais 7 semaines après sa disparition, il était réapparu. Le jeune homme a survécu 50 jours seul dans la nature. Quand on l'a secouru, Sam Benastic était très affaibli, mais il s'en est tiré. Donc les miracles peuvent se produire. Mais est-ce qu'ils arrivent souvent ? Non. La plupart du temps, les disparitions dans la nature l'hiver se terminent très mal. Cependant, croisons tout de même les doigts, espérons très vite de bonnes nouvelles en provenance des Adirondacks, espérons-le pour Léo et ses proches. Mais l'émission n'est pas terminée, ne partez pas, d'autres touristes français ont connu un destin tragique dans les espaces sauvages américains, et on va maintenant les passer en revue.
c'est l'occasion de le faire. En mai 2014, François Guénaud, un Français de 35 ans, originaire de Mèche dans le département du Doubs, explorait l'Alaska en kayak. Il avait pour projet de traverser à bord de son embarcation la mer de Bering pour rallier la péninsule du Kamtchatka en Russie. Mais il a disparu. Son kayak et d'autres effets personnels ont été retrouvés un mois plus tard en juin, près de Kokanok, dans le sud de l'Alaska. Et 2 mois et demi plus tard, le 8 septembre 2014, un homme a retrouvé des restes humains sur une plage de l'île de Chuyak, une île de l'archipel Kodiak en Alaska. Ces restes ont été identifiés comme étant ceux de François Guénaud grâce à son dossier dentaire. Mais les circonstances de son décès restent inconnues. Est-il décédé de noyade, attaqué par un grizzly ou d'une autre cause? On ne sait pas, car il existe 1000 façons de mourir dans cette zone hostile de notre planète. Connu sous le surnom du Français fou dans la région, François était décrit comme un aventurier qui parcourait l'Alaska depuis l'été 2011. Son rêve était de traverser en kayak la mer de Bering qui sépare l'Alaska de la Sibérie, l'Amérique de l'Asie. Mais il a perdu la vie en tentant de le réaliser. Ce fait divers est triste, mais le suivant est encore plus déchirant, je dois dire, parce que il implique un enfant. Début août 2015, David et Ornella Steiner s'étaient envolés aux États-Unis avec leur fils de 9 ans pour 5 semaines de vacances. Avec au programme visite des parcs nationaux et des monuments emblématiques des USA. La famille avait même loué une voiture sur place pour être plus autonome. Vivant dans la commune de Bourgogne, près de Reims, dans le département de la Marne, David, âgé de 42 ans, était gérant de l'agence rémoise Pomme Z Communication, tandis que sa compagne Ornella, 51 ans, était directrice du service de la jeunesse à la ville de Reims. Le 4 août 2015, la famille Steiner est arrivée avec leur voiture de location au parc national des White Sands, situé au Nouveau-Mexique, un état du sud-ouest des États-Unis. Vallée remplie de dunes de sable blanc faits de cristaux de gypse, il s'agit de l'un des sites les plus spectaculaires du Nouveau-Mexique, et aussi le plus visité au niveau local. David, Ornella et leur fils voulaient juste faire une randonnée dans ce parc national qui est basiquement un désert, quand le pire est arrivé. Selon l'enquête menée plus tard par les Rangers, le couple et leur enfant sont arrivés sur le site vers 12h30 et ils ont commencé une longue marche. Mais il faisait une chaleur écrasante, environ 38 degrés, et Ornella aurait été la première à ressentir les premiers signes de la chaleur. Ayant aussi une douleur au genou, elle aurait alors préféré rentrer seule à la voiture en incitant son compagnon et leur fils à poursuivre la randonnée. Mais lors d'une patrouille de routine vers 17h30, les park rangers ont trouvé le corps sans vie d'Ornella. Elle voulait revenir à leur véhicule, mais elle a juste fait une centaine de mètres avant de s'effondrer. Pour vous dire à quel point cet environnement est dangereux. En l'examinant, les rangers ont vu qu'elle avait sur elle un appareil photo. Ils ont alors consulté les photos sur sa carte mémoire et se sont rendus compte qu'elle était en compagnie de 2 autres personnes, un homme et un enfant. Ils ont donc suivi ces traces dans le sable et ils ont retrouvé le corps de David décédé lui aussi, ainsi que un enfant à proximité. Ils ont retrouvé leur garçon de 9 ans, mais par chance, il était très déshydraté mais encore conscient. Et miracle, parce que c'en est un, ils ont réussi à le sauver. David et Ornella Steiner ont donc tous les deux succombé de déshydratation. Ils ont aussi été gravement brûlés par le soleil, et détail émouvant, on a appris que dans leurs derniers instants, ils auraient donné toute leur réserve d'eau à leur fils pour lui permettre de survivre. Donc cette histoire est vraiment horrible, et le pire c'est que ce n'est pas la première fois qu'une telle tragédie survient dans ce parc national. C'est arrivé plusieurs fois et en septembre 2019, c'est même un touriste belge qui a péri dans les mêmes circonstances, quasiment au même endroit, dans ce parc national des White Sands. Ce fait divers rappelle d'ailleurs aussi celui de la famille Jerish, dont j'avais parlé sur la chaîne. La famille Jerish était une famille américaine qui avait péri en 2021 des suites d'une hyperthermie dans la forêt nationale de Sierra en Californie. Dans le cas des Steiner, c'était une famille française, mais la série noire n'est pas terminée, citons encore un dernier exemple. Le 18 octobre 2023, Tom Gerbier, un pilote d'Air France originaire de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, a disparu lors d'une randonnée dans les montagnes californiennes. Tom, qui était en congé aux États-Unis, était parti visiter seul le parc national de Sequoia, en Californie. Situé dans le sud-est de la Californie, à environ 400 km au nord de Los Angeles, ce parc national est connu pour ses énormes séquoias.
Le pilote français a été porté disparu après ne pas s'être présenté à son vol. Et les autorités américaines ont mis en place un important dispositif de recherche pour tenter de le retrouver. Mais le lendemain, le 19 octobre 2023, le corps sans vie de Tom Gerbier a été localisé dans le massif du Mont Whitney. Décrit comme un alpiniste expérimenté et un coureur d'ultra doté de l'équipement et de la capacité nécessaire pour effectuer le parcours prévu, Tom a fait une chute mortelle de plus de 300 mètres lors de sa sortie dans la nature. Ces quelques drames, parce que ça n'est qu'une petite sélection, doivent une fois de plus nous inciter à la plus grande prudence quand on va dans la nature, dans des lieux sauvages, que ce soit aux États-Unis ou aussi près de chez nous, que ce soit en France, au Canada ou en Belgique. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer les amis québécois, belges, tous les francophones de l'étranger, les expatriés, etc. Toutes ces affaires nous montrent qu'encore une fois, il ne faut jamais baisser la garde, il faut toujours rester vigilant, il faut aussi éviter de partir seul, parce qu'on voit que dans la majorité des cas, les personnes qui sont victimes de disparitions et ou d'accidents étaient seules au moment des faits. Il faut vraiment faire gaffe, parce que sinon, on peut en payer le prix fort. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc cette vidéo qui était encore une fois une vidéo d'actualité. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs, parce que grâce à vous, d'autres spectateurs et spectatrices découvrent ces affaires. Et si ça n'est pas encore fait, je vous invite évidemment aussi à vous abonner à la chaîne. Pensez à activer la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. S'abonner à la chaîne, ça ne coûte rien, c'est juste un petit clic, ça n'engage à rien, et vous n'avez pas idée à quel point ça peut aider au référencement. D'ailleurs, si vous venez juste de vous abonner, mettez-le dans un petit commentaire. Pour tout ça, merci du fond du cœur. Si vous ne savez pas encore regarder maintenant, d'autres vidéos de disparition de touristes à l'étranger vont vous être proposées dans quelques instants. On va se retrouver sur la chaîne avant la fin de l'année, et en attendant, portez-vous bien et surtout, ne disparaissez pas. If you wanna play tough and wanna hate